Sarajevo, 28 juin 1814. L'archiduc François-Ferdinand d'Autriche est en ville après avoir, en sa qualité d'inspecteur général des armées, assisté les 2 jours précédents à des manœuvres militaires. La Bosnie-Herzégovine, où se trouve Sarajevo, est administrée par l'Empire austro-hongrois depuis la défaite ottomane de 1875, les obligeant à se retirer des Balkans en faveur de la double couronne et d'une indépendance serbe. La Bosnie est même annexée en 1908, tendant les relations avec les autres pays slaves. En 1914, à la tête du royaume de Serbie, se trouve Pierre Karađorđević depuis le coup d'État de 1903. Partisan du nationalisme serbe, la politique du pays est à l'expansionnisme, aspirant à la réunion du peuple serbe sous un même drapeau. La visite de l'héritier du trône austro-hongrois à Sarajevo est une occasion pour les partisans d'une Bosnie libre de frapper fort, quitte à utiliser des moyens violents. François-Ferdinand d'Autriche et sa femme arrivent à Sarajevo dans la matinée. Après 2 jours d'exercice militaire, les temps sont aux visites diplomatiques et aux bonnes relations. Le couple a fort à faire durant cette journée. Visite de caserne, rencontre avec le conseil municipal, invitation d'honneur à l'inauguration du musée de Sarajevo, déjeuner avec le gouverneur bosniaque et visite de la grande mosquée de la ville. Tous ces lieux ne sont cependant les seuls endroits où l'archiduc est attendu. 7 hommes, répartis le long des quais où doit passer le cortège princier, sont armés de petites bombes et de revolvers. Les 7 conspirateurs sont arrivés à Sarajevo quelques jours avant, partis de Belgrade et appuyés par les services secrets serbes. Ils sont membres du mouvement nationaliste yougoslave Jeune Bosnie, une organisation secrète aspirant à la création d'une fédération réunissant les Slaves de Serbie, de Croatie, de Slovénie et du Monténégro. À sa descente du train, l'archiduc et sa femme montent dans une voiture décapotable et partent en direction de l'hôtel de ville. La voiture s'engage à 10h15 le long des quais. Le cortège dépasse le premier membre du groupe. Celui-ci n'engage aucune action, gêné par un policier près de lui. Le deuxième assassin en poste ne tire pas non plus. Il déclarera ne pas avoir voulu toucher la duchesse. Le défilé de voitures continue son avancée jusqu'au 3e membre. Une bombe surgit de la foule en direction de la voiture princière, mais rebondit sur la carrosserie, atterrit sur la route, roule et explose sous la voiture suivante, blessant ses occupants et plusieurs personnes dans la foule. La panique s'empare de la foule qui fuit. Le chauffeur du couple accélère pour mettre à l'abri ses passagers et file à toute vitesse à la mairie. « J'étais sûr que quelque chose de ce genre se produirait », s'exclame l'archiduc François-Ferdinand. Profitant du mouvement de foule, l'auteur de la tentative manquée, Nedeljko Kabrinović, seulement alors âgé de 18 ans, saute dans la rivière et avale une pilule de cyanure. Il est rattrapé par la police et est lynché par la foule. Le cyanure ne fit pas effet, la pilule étant certainement de mauvaise qualité. Kabrinović est arrêté. L'archiduc, arrivé à l'hôtel de ville, s'en prend, tout fulminant, au maire de la ville. « C'est inadmissible. Est-ce là l'habitude des Bosniaques d'accueillir avec des bombes ceux qui viennent pacifiquement à eux, et de bonne foi ?» À la fin de la visite de la mairie de la capitale, François-Ferdinand souhaite visiter les victimes de l'attentat avant son déjeuner avec le gouverneur. Le couple remonte dans sa voiture et le cortège repart. Les chauffeurs, n'ayant pas été prévenus du changement d'itinéraire, tournent dans la rue transversale au quai au lieu de les longer pour rejoindre l'hôpital. Le gouverneur Potiorek, se trouvant dans la voiture royale, s'en rend compte et indique au chauffeur la nouvelle destination. Celui-ci s'arrête et s'apprête à enclencher une marche arrière. La foule s'amasse pour venir voir l'archiduc. Au milieu de la population, Gavrilo Princip, un des 7 membres de Jeune Bosnie. Lancer une bombe tuerait beaucoup de gens parmi les civils amassés vers la voiture. Princip pourfend alors la foule et sort son revolver. Il tire 2 fois. La première balle atteint la duchesse à l'abdomen. La seconde, l'archiduc au cou. Les 2 époux décéderont. Gavrilo est arrêté mais ne parle pas. C'est Danilo Ilić, un des assassins, qui dévoilera tout, y compris l'implication de la Serbie,
après avoir paniqué lors d'un banal contrôle d'identité. L'Autriche-Hongrie pose ses conditions à la Serbie pour l'enquête sous la forme d'un ultimatum. Si aux yeux du reste du monde, l'assassinat n'était au début qu'un fait divers, l'ultimatum fait réaliser aux autres pays que l'Autriche-Hongrie souhaite profiter de l'occasion pour régler le problème serbe par les armes. Une des demandes est particulièrement insultante. La double couronne exige que l'enquête soit menée par ses propres services sur le sol serbe. Cela est inenvisageable pour le royaume balkanique, qui refuse cette condition de l'ultimatum. L'Empire austro-hongrois déclare alors une guerre qu'il présente comme préventive à la Serbie le 28 juillet 1914. Dans leur sillage, les deux protagonistes entraînent avec eux la Russie, qui appuie le panslavisme et qui veut profiter de l'occasion pour redéfinir ses frontières avec l'Empire ottoman. Une Allemagne se sentant enfermée par la France et ses alliés et qui souhaite combler son retard colonial. La France, concernée par l'appétit colonial allemand, et avec la défaite de 1870 dans un coin de la tête. L'Angleterre, en responsable de l'indépendance belge. L'Italie et sa volonté de récupérer ses territoires à l'Autriche. Et continueront de s'ajouter de nombreux pays, animés par une volonté qui leur est propre, généralisant le conflit à la planète, le tout menant à terme la stratégie globale de course à l'armement imposée en Europe depuis le début du siècle. Tous attendaient le moment pour pouvoir tenter de donner matière à leurs ambitions. Un tireur, 2 morts, et c'est le monde qui s'embrase, emportant 18 millions d'âmes en seulement 4 années.